Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous parlons de 4 randonneurs dont les excursions dans la nature ont fini de manière mortelle, de vloggeurs qui ont ignoré les avertissements concernant les crocodiles en Australie, jusqu'à un photographe qui a campé près d'une carcasse de lion en Afrique du Sud. Mais d'abord, un panneau mal interprété dans le parc national de Glacier conduit à une rencontre mortelle d'un ancien entraîneur avec une mère grizzly. C'était le 23 août 2018. Lorsque Derek Alverson s'est aventuré dans la nature sauvage du parc national de Glacier dans le Montana. L'ancien entraîneur de football de lycée de 32 ans, originaire du Minnesota, était arrivé tôt ce matin-là à l'entrée du parc. Ses chaussures de randonnée usées crissaient sur le parking de gravier. Les imposants sommets de la ligne de partage des eaux continentales s'étendaient sans fin devant lui, leurs sommets enneigés perçant un ciel cristallin. Des forêts denses de pins lodgepole, de pins et de sapins, Douglas couvraient les pentes des montagnes, tandis que des lacs alpins immaculés reflétaient la lumière du matin comme des miroirs éparpillés sur le paysage. L'arrière-pays du parc s'étendait sur plus d'1 million d'hectares de nature sauvage intacte, abritant des chèvres de montagne, des ours noirs et les puissants grizzlies qui dominaient ces montagnes anciennes. Fin août était la période d'activité maximale pour les animaux sauvages qui se préparaient au rude hiver à venir dans le Montana en suivant des sentiers établis pour atteindre les meilleures zones de nourriture avant l'hibernation. Derek était un homme qui avait toujours misé sur le contrôle et l'autonomie. Au cours de sa carrière de 8 ans en tant qu'entraîneur à la Roosevelt High School, il était connu pour sa préparation méticuleuse des matchs et pour ne laisser aucune décision importante à ses entraîneurs adjoints. Ses joueurs appréciaient son style de leadership direct et sa confiance inébranlable en son propre jugement. Les mêmes qualités qui l'avaient rendu performant sur le terrain de football allaient se révéler dangereuses dans la nature. L'ancien entraîneur possédait une fierté presque obstinée à faire les choses de manière difficile et considérait les outils modernes comme des raccourcis qui affaiblissaient le caractère. Il avait grandi dans le nord du Minnesota, où il chassait et pêchait avec son père, développant ainsi une connexion prétendument intuitive avec la nature. Lors d'une randonnée précédente dans la région de Yellowstone, dans le Wyoming, il avait réussi à éloigner un ours noir curieux en criant fort et en restant ferme, ce qui renforçait sa conviction que le bon comportement rendait les sprays de défense superflus. Cette confiance en soi, associée à son esprit compétitif, le conduisait souvent à prendre des risques inutiles pour prouver ses compétences. Les grizzlies sont parmi les plus puissants prédateurs d'Amérique du Nord, les femelles adultes pesant entre 136 et 181 kg et les mâles pouvant atteindre jusqu'à 363 kg. Ces grands omnivores ont des capacités physiques impressionnantes, y compris la capacité de courir à une vitesse allant jusqu'à 56 km/h et une force de morsure de plus de 5300 newtons. À la fin de l'été, les grizzlies deviennent particulièrement actifs car ils entrent dans la phase dite d'hyperphagie, où ils consomment jusqu'à 21 000 calories par jour pour constituer des réserves de graisse pour l'hibernation. Les mères ours, avec leurs petits, sont particulièrement dangereuses à cette période car elles doivent protéger leurs oursons vulnérables contre les menaces. Ces mères protectrices attaquent tout ce qu'elles perçoivent comme une menace pour leurs petits, souvent sans avertissement ni provocation. Le deuxième jour, Derek avait déjà parcouru de longues distances à travers un terrain de plus en plus isolé. Lorsque l'après-midi avançait et que les ombres s'allongeaient sur le sol de la forêt, il est tombé sur un panneau indicateur usé, partiellement caché par des broussailles envahissantes. Le panneau en bois était endommagé par des années d'intempéries, rendant les flèches directionnelles difficiles à déchiffrer. Confiant dans ses capacités de navigation, il tourna à gauche sur un chemin qui semblait être la continuation de son itinéraire prévu. Sans le savoir, il avait quitté le sentier de randonnée bien entretenu et s'était engagé sur un chemin sauvage saisonnier que les animaux empruntaient régulièrement pour atteindre un ruisseau voisin. Le sentier étroit descendait abruptement à travers un sous-bois dense où des branches cassées et une terre remuée indiquaient un passage fréquent d'animaux.
Le bruit de l'eau courante devenait plus fort à mesure qu'il s'approchait du ruisseau, avec l'intention de remplir ses bouteilles d'eau avant de camper. En se frayant un chemin à travers un épais buisson de saules sur la rive, Derek se retrouva soudain face à une énorme ours grizzly et ses 2 petits d'1 an qui buvaient au ruisseau. La mère leva immédiatement la tête, ses yeux fixant l'intrus humain inattendu. L'ours de 181 kg perçut immédiatement Derek comme une menace directe pour la sécurité de ses petits. Sans hésiter, elle se mit à courir à toute vitesse et parcourut les 10 mètres en quelques secondes. Le grizzly en charge le frappa avec une force dévastatrice. Son premier impact le projeta en arrière dans le lit rocheux du ruisseau. Ses mâchoires massives se refermèrent immédiatement sur l'épaule gauche de Derek. Ses crocs de 5 cm traversèrent de sa veste et la peau. La morsure écrasante brisa sa clavicule, tandis que ses griffes de 10 cm parcouraient sa poitrine et son ventre, ouvrant de profondes déchirures qui exposaient les tissus sous-jacents. Les tentatives de Derek pour se protéger se révélèrent inutiles face à la force écrasante de l'animal. Les énormes pattes du grizzly maintenaient son torse au sol, tandis que ses dents trouvèrent son cou et sa gorge, sectionnant l'artère carotide et écrasant sa trachée. Sous son corps, le sang s'accumulait rapidement, tandis que l'ours poursuivait son attaque impitoyable, poussé par l'instinct maternel d'éliminer tout danger pour ses petits. L'attaque a duré plusieurs minutes, jusqu'à ce que Derek ne bouge plus. La femelle ours a ensuite commencé à se comporter de manière typique des grizzlies, en enterrant partiellement sa proie, en traînant son corps dans des buissons proches et en le recouvrant de branches, de pierres et de plantes. Ses équipements de randonnée éparpillés gisaient nus sur la rive, y compris ses cartes topographiques déchirées et une barre protéinée intacte. Les gardes forestiers ont découvert les restes de Derek 2 jours plus tard, après que son absence, lors de l'enregistrement, ait déclenché une opération de recherche et de sauvetage. Le corps partiellement enterré montrait des blessures étendues, compatibles avec une attaque de grizzly, les enquêteurs notant la proximité d'un sentier de faune actif. Les gardes forestiers ont conclu que l'attaque était de nature défensive, car la mère ours protégeait ses petits d'une menace perçue. La grizzly responsable n'a pas été euthanasiée, car les autorités ont jugé son comportement comme un instinct de protection naturelle. L'administration du parc a installé des panneaux d'avertissement supplémentaires le long des sentiers de randonnée populaires et a introduit des séances d'information obligatoires sur la sécurité pour tous les détenteurs de permis pour l'arrière-pays. Pendant que la rencontre mortelle de Derek Alverson avec un grizzly dans le Montana a secoué le monde des randonneurs, Lance Bach et Reed Donnelly dans le territoire du nord de l'Australie attendaient un danger encore plus mortel. Un chasseur ancien caché sous des eaux calmes. C'était le 14 février 2015 lorsque Lance Bach et Reed Donnelly sont arrivés au parc national de Kakadu dans le territoire du nord de l'Australie. Les 2 colocataires de Brisbane avaient parcouru plus de 1400 km pour atteindre l'une des régions sauvages les plus reculées du continent. À 27 et 28 ans, Lance et Reed s'étaient constitué une modeste audience en tant que vlogueurs amateurs de nature, spécialisés dans les défis de chaleur extrême et la survie loin de la civilisation. Le parc national de Kakadu couvre près de 20 000 km² de zones humides, vierges et de nature sauvage indomptée. En février, des conditions météorologiques brutales y règnent avec des températures qui dépassent régulièrement 40 degrés Celsius. Le paysage se transforme en un four de terre rouge, avec des eucalyptus épars et de vastes plaines inondables qui s'étendent à l'infini jusqu'à l'horizon. Les systèmes de zones humides du parc deviennent particulièrement traîtres pendant la saison des pluies, lorsque les inondations saisonnières créent des terrains de chasse parfaits pour les prédateurs de pointe. Des panneaux d'avertissement installés partout dans la région indiquent clairement les zones interdites et les activités dangereuses de la faune sauvage. Pourtant, de nombreux visiteurs sous-estiment la nature mortelle des créatures qui habitent ces voies navigables apparemment paisibles. Lance et Reed avaient planifié une randonnée ambitieuse de plusieurs jours à travers le terrain le plus difficile de Kakadu et avaient délibérément choisi le mois de février pour prouver leur tolérance à la chaleur. Les 2 hommes étaient fiers de leur forme physique et de leurs connaissances en survie, bien que leur expérience réelle de la nature sauvage se limite à des sorties de camping le week-end près de Brisbane. Ils portèrent du matériel de caméra professionnel
de l'équipement de camping de base et ce qu'ils pensaient être une quantité suffisante d'eau. Les colocataires s'étaient rencontrés il y a 3 ans en travaillant dans une salle de sport à Brisbane et se liaient par des défis extrêmes en plein air et la création de contenu pour les réseaux sociaux. Lance, un entraîneur personnel, était la personne principale devant la caméra, tandis que Reed, un graphiste, s'occupait des prises de vue. Leur chaîne présentait des contenus sur le test des limites physiques dans des environnements rudes, souvent avec des titres accrocheurs promettant des scénarios de survie dangereux. Leur objectif était de filmer un guide de survie complet sur plusieurs jours, tout en traversant les zones les plus reculées de Kakadu pendant la saison la plus chaude. Ils prévoyèrent de documenter des techniques pour se procurer de l'eau, des stratégies pour gérer la chaleur et des compétences de navigation, tout en conservant leur style de présentation habituellement énergique. Le duo avait recherché des techniques de survie de base en ligne, mais n'avait pas de formation formelle en survie en milieu sauvage. Lors de leurs 2 premiers jours, Lance et Reed ont fait des progrès appropriés à travers des zones de randonnée désignées et ont filmé des sections sur la gestion de la chaleur et les techniques de bushcraft de base. Cependant, leur consommation d'eau dépassait les quantités prévues en raison des températures extrêmes et du manque d'expérience dans la gestion adéquate de l'hydratation. Le matin du 3e jour, leur réserve d'eau avait diminué à moins d'un demi-litre pour les 2 ensemble. Les crocodiles marins comptaient ça parmi les prédateurs de pointe les plus redoutables du monde. Les mâles adultes atteignent des longueurs allant jusqu'à 7 mètres et pèsent plus de 1000 kg. Ces reptiles préhistoriques ont peu changé au cours de millions d'années et sont parfaitement adaptés à l'attaque surprise dans l'eau. Leurs mâchoires puissantes génèrent une force de morsure de plus de 3700 livres par pouce carré, ce qui suffit à écraser des os et à entraîner des proies sous l'eau avec une efficacité dévastatrice. Pendant la saison des pluies en Australie, les crocodiles marins deviennent de plus en plus actifs et agressifs, car la montée des eaux élargit leur territoire de chasse. Ces chasseurs opportunistes peuvent rester immobiles pendant des heures, avec seulement les yeux et les narines visibles au-dessus de l'eau, en attendant que des proies inconscientes s'approchent du rivage. Leur accélération explosive leur permet de réaliser des attaques surprises fulgurantes, dans lesquelles les victimes n'ont souvent aucune chance de s'échapper. Vers midi le 16e février, Lance et Reed se sont retrouvés dans une situation désespérée. La température était montée à 42 degrés Celsius et ils avaient marché sans eau pendant presque 6 heures. Le manque de liquide altérait leur jugement, mais ils continuaient à filmer leur souffrance. La caméra de Reed capturait leur recherche de plus en plus désespérée de sources d'eau alors qu'ils s'éloignaient des sentiers balisés. En étudiant leurs cartes, les 2 identifièrent un lit de rivière asséché menant à un point d'eau connu, utilisé par des groupes de touristes pendant la saison sèche. Cependant, la zone était clairement marquée comme interdite pendant la saison des pluies, avec plusieurs panneaux d'avertissement indiquant une activité dangereuse de crocodiles. Dans leur état déshydraté et désespéré, Lance et Reed décidèrent d'ignorer ces avertissements et de se diriger directement à travers la brousse vers le point d'eau. La randonnée à travers la brousse dense et le terrain marécageux dura plus de 2 heures, les 2 hommes montrant des signes évidents de coups de chaleur. Les images de leurs caméras montrent une respiration lourde, des mouvements chancelants et des décisions de plus en plus mauvaises. Alors que le manque de liquide obscurcissait leur esprit. Ils se frayaient un chemin à travers une végétation dense et des plaines boueuses, poussés par le besoin urgent de trouver de l'eau. Lorsqu'ils atteignirent enfin le point d'eau, il apparut comme une délivrance dans la chaleur brutale. Le plan d'eau s'étendait sur environ 50 mètres et était entouré d'une végétation luxuriante, la première ombre qu'ils rencontraient depuis des heures. Ce qu'ils n'ont pas remarqué cependant étaient des indices subtils de la présence de crocodiles. Des traces de glissement sur les rives boueuses, des branches flottantes pouvant cacher des prédateurs et le silence inhabituel de la surface de l'eau. Lance, submergé par le désespoir et la chaleur, s'est précipité immédiatement vers la rive sans effectuer aucune vérification de sécurité. Il pataugea directement dans l'eau peu profonde, s'agenouilla et utilisa sa chemise pour puiser de l'eau vers sa bouche. Reed resta à environ 10 mètres de distance sur la rive et continua de filmer, supposant capturer des images dramatiques de survie. L'attaque survint avec une soudaineté effrayante.
Un crocodile marin massif de 4 mètres de long, qui était resté immobile dans l'eau plus profonde, a jailli à la surface de manière explosive. Sa queue puissante propulsait le corps massif à une vitesse incroyable. Les mâchoires préhistoriques se refermèrent avec une force briseuse d'os autour du torse de l'anse. Les dents pénétrèrent profondément dans sa poitrine et son ventre. Le corps de l'anse disparut sous la surface de l'eau lorsque le crocodile commença sa roulade mortelle, une rotation rapide qui désoriente et noie sa proie. L'eau se teinta de rouge sang, tandis que les mâchoires puissantes écrasèrent les côtes et percèrent des organes vitaux. Les tentatives de l'anse pour refaire surface étaient en vaines face à la force supérieure du crocodile et à l'effet désorientant de la roulade mortelle. Reed, qui a dû assister à l'attaque de son ami, a commis l'erreur fatale de s'approcher davantage de l'eau tout en continuant à filmer. Un deuxième crocodile marin tout aussi grand, attiré par le tumulte, a surgi de l'eau peu profonde directement vers Reed. Les mâchoires du prédateur ont saisi les jambes de Reed et l'ont tiré dans l'eau avant qu'il ne puisse réagir ou tenter de fuir. Les deux attaques se sont produites en quelques secondes et aucun des hommes n'a eu la possibilité de se défendre ou d'appeler à l'aide. Les puissantes mâchoires des crocodiles et leur technique de roulade mortelle ont fait en sorte que les deux hommes ont été tués presque instantanément. Leurs corps disparurent dans les flots troubles tandis que les prédateurs sécurisaient leur proie. Les gardes forestiers découvrirent l'équipement de caméras abandonné 4 jours plus tard lors d'une patrouille de routine dans la zone interdite. La carte mémoire contenait des images cruciales qui aidèrent les autorités à reconstituer les événements ayant conduit aux 2 décès. Les enregistrements vidéo montraient l'état de santé des hommes se détériorant en raison de la déshydratation, leur décision d'ignorer les panneaux d'avertissement et les attaques réelles de crocodiles. La récupération des corps s'est avérée extrêmement difficile, car le lieu se trouvait dans une zone reculée et plusieurs grands crocodiles ont été aperçus dans les environs. L'incident a relancé les discussions sur les influenceurs des réseaux sociaux qui prennent des risques inutiles pour créer du contenu. Beaucoup ont souligné les dangers qui surviennent lorsque des aventuriers inexpérimentés tentent des défis extrêmes sans formation adéquate. Alors que la rencontre mortelle de Landsbach et Reed Donnelly avec des crocodiles marins a clairement montré les conséquences de l'ignorance des avertissements, la professeure retraitée Marsha Gilbert a fait face dans les Pyrénées à sa propre rencontre mortelle avec l'un des prédateurs les plus puissants d'Europe. C'était le 15 septembre 2017 dans les sauvages Pyrénées le long de la frontière franco-espagnole. L'ancienne chaîne de montagnes s'étendait à l'infini. Ses sommets cachés dans la brume matinale tandis que l'automne commençait à teindre le paysage d'un orange éclatant et d'un rouge profond. Des forêts de pins denses couvraient les altitudes plus basses, tandis que des éperons rocheux et des prairies alpines caractérisèrent le terrain plus élevé. Ce désert isolé, connu pour ses sentiers de randonnée exigeants et son climat imprévisible, attirait des randonneurs expérimentés du monde entier en quête de solitude et d'aventure. Marsha Gilbert, une enseignante de littérature à la retraite de 61 ans de Toronto, Canada, était arrivée dans la région 3 jours auparavant pour entreprendre le légendaire sentier de randonnée GR10. Après des décennies à enseigner Shakespeare et Dickens à des lycéens, Marsha a découvert dans la soixantaine sa passion pour les randonnées de longue distance. La retraite lui a permis d'entreprendre des projets de plus en plus ambitieux et elle avait déjà maîtrisé des sections importantes du sentier des Appalaches. Malgré son âge, Marsha se maintenait en excellente forme physique grâce à des séances d'entraînement régulières et des visites au centre de fitness. Elle était fière de son indépendance et avait planifié cette randonnée en solo à travers les Pyrénées comme le test ultime de ses compétences en randonnée. Le GR10 est un sentier de randonnée exigeant de 866 km qui traverse l'ensemble des Pyrénées de l'Atlantique à la Méditerranée. Marsha avait prévu plusieurs semaines pour parcourir une grande partie du trajet. Elle portait tout son équipement dans un sac à dos usé qui l'avait déjà accompagné dans d'innombrables aventures. Elle avait préparé son itinéraire avec minutie, étudiant des cartes et des guides de randonnée pendant des mois. Mais ce matin-là, Marsha était en retard sur son emploi du temps car elle avait passé plus de temps que prévu dans un refuge de montagne la veille en raison de pluies inattendues. L'ours brun eurasien, scientifiquement connu sous le nom d'Ursus arctos arctos, est l'un des prédateurs les plus redoutables d'Europe.
Ces omnivores massifs peuvent peser jusqu'à 350 kg et se dresser sur leurs pattes arrière à près de 3 mètres de hauteur. Dans les Pyrénées, une petite population d'environ 60 ours parcourt le terrain montagneux. Après avoir été réintroduits dans les années 1990 après leur quasi-extermination. Ces ours possèdent une force énorme, peuvent atteindre des vitesses allant jusqu'à 50 km/h et, malgré leur taille, grimper aux arbres avec une agilité surprenante. Leur alimentation se compose principalement de baies, de racines et de petits mammifères. Mais ce sont des mangeurs opportunistes avec un sens de l'odorat exceptionnel, qui leur permet de percevoir des sources de nourriture à plusieurs kilomètres de distance. Pendant les mois d'automne, ils entrent dans ce qu'on appelle l'hyperphagie, une phase d'ingestion alimentaire intense pour se préparer à l'hibernation, ce qui les rend particulièrement agressifs lorsqu'ils rencontrent des sources potentielles de nourriture. Après une conversation avec un randonneur local dans le refuge de montagne, Masha a appris l'existence d'un chemin forestier non balisé qui pourrait lui épargner plusieurs heures de retour. Le raccourci traversait une forêt dense de pins connue dans la région pour des observations occasionnelles d'ours. Mais Masha faisait confiance à son expérience de la nature. Elle appliqua comme d'habitude sa crème solaire fortement parfumée, rassembla son équipement et s'engagea sur le sentier escarpé et étroit qui serpentait à travers une forêt de plus en plus dense. Le chemin forestier s'avéra plus difficile que prévu. Des arbres renversés et une végétation envahissante obligèrent Masha à naviguer prudemment autour des obstacles. Alors que l'après-midi se transformait en soirée, elle se retrouva plus profondément dans la forêt que prévu, entourée de pins imposants qui bloquaient les derniers éclats de lumière du jour. Le chemin devenait de plus en plus difficile à suivre. Seules de faibles marques sur les arbres indiquaient la bonne direction. La forêt devenait étrangement silencieuse à mesure que l'obscurité approchait et seul le bruit de ses pas rompait le silence. À la tombée de la nuit, Masha atteignit une petite clairière où elle décida de faire une pause et de manger une barre de céréales avant de continuer. Elle enleva son sac à dos et s'assit sur un tronc d'arbre renversé, sans se douter que ses mouvements et l'odeur de la nourriture avaient attiré l'attention de la forêt environnante. Un grand ours brun eurasien qui cherchait des baies tardives dans la région avait remarqué sa présence et s'approchait silencieusement à travers le sous-bois dense. L'ours sortit soudainement de la lisière des arbres et réduisit la distance avec Masha en quelques secondes. Elle n'eut pas le temps de réagir lorsque le prédateur massif frappa avec une force immense et la projeta en arrière du tronc d'arbre. Le premier coup de l'ours brisa plusieurs côtes et perfora son poumon gauche, provoquant des saignements internes immédiats. La tentative de Masha de s'éloigner en rampant ne fit qu'exacerber l'instinct prédateur de l'ours. L'animal attrapa sa jambe gauche avec ses puissantes mâchoires, les canines de 10 cm pénétrant muscles et os. La force de morsure écrasante a brisé son fémur en plusieurs endroits, tandis que les griffes de l'ours parcouraient son torse, déchirant sa veste de randonnée et causant de profondes coupures à la poitrine et à l'abdomen. Puis l'ours la saisit par l'épaule, ses dents perçant sa clavicule et déchirant de gros vaisseaux sanguins dans son cou. Lorsque Masha, en raison de la perte massive de sang, est entrée en état de choc, l'ours a poursuivi son attaque et lui a infligé des blessures mortelles à la tête et au cou. La combinaison de traumatismes sévères, de saignements internes et de pertes de sang importantes s'est avérée insurmontable. Sa mort est survenue quelques minutes après la première attaque, lorsque son corps a succombé aux blessures catastrophiques infligées par le puissant prédateur. Les équipes de recherche et de sauvetage ont découvert les restes de Masha 3 jours plus tard, après qu'elle ne soit pas arrivée à destination comme prévu. Le lieu de la découverte montrait des traces évidentes d'une attaque d'ours. Des poils d'ours bruns et des empreintes de pattes caractéristiques étaient partout dans les environs. Leur équipement déchiré était éparpillé sur la clairière et les enquêteurs ont constaté qu'une partie de leur nourriture avait été mangée par l'animal. La famille de Masha a publié une déclaration exprimant leur chagrin, tout en rendant hommage à l'amour de Masha pour la nature sauvage et à sa conscience des risques inhérents de la randonnée en solitaire. Alors que la vie de Masha Gilbert se terminait dans les Pyrénées, une autre rencontre mortelle se déroulait en Afrique.
Là-bas, le photographe Trevor Hams prit une décision fatale qui le mit face à l'un des prédateurs les plus dangereux du continent. C'était le 15 mars 2016, lorsque Trevor Hams se déplaçait à travers le dense bosquet d'acacias du parc national Kruger en Afrique du Sud. L'étendue sauvage de 19,485 km² s'étendait sans fin sous le soleil brûlant africain. Des paysages de savane dorée, parsemés d'arbres marula épars et de buissons épineux. La saison sèche avait transformé le paysage en un terrain dur et impitoyable, où les points d'eau étaient devenus des lieux de rassemblement précieux pour les prédateurs et les proies. Trevor, un photographe animalier indépendant de 35 ans, originaire de Manchester, s'était fait un nom en réalisant des clichés que d'autres jugeaient impossibles. Son portfolio en ligne montrait des gros plans époustouflants de léopards, d'éléphants et de lions, laissant les spectateurs se demander comment il avait réussi à capturer des images aussi intimes. Le secret résidait dans sa volonté de briser les règles, des règles qui maintenaient les autres photographes à une distance sûre. Il était entré illégalement dans le parc national Kruger au lever du soleil par une porte de maintenance avec son équipement de caméra professionnelle et un équipement de camping minimal dans un sac à dos usé. Ce n'était pas la première expédition non autorisée de Trevor dans la nature africaine. Auparavant, il avait déjà passé des nuits illégalement dans différentes réserves naturelles en Afrique australe et avait toujours réussi à échapper aux autorités des parcs, tout en réalisant des prises de vue qui se vendaient à prix élevés dans les documentaires sur la nature et les magazines animaliers. Sa confiance reposait sur des années d'études du comportement animal. Il croyait que ses connaissances offraient une protection suffisante contre les dangers auxquels succombaient des intrus moins expérimentés. Le lion africain est considéré comme l'un des prédateurs les plus puissants au sommet de la chaîne alimentaire. Les mâles adultes peuvent peser jusqu'à 250 kg et possèdent une force de mâchoire qui génère une pression d'environ 650 livres par pouce carré, soit environ 45 bars. Ces grands félins sociaux vivent en groupe, composés typiquement de femelles apparentées, de leur progéniture et d'un ou plusieurs mâles dominants. Les lions sont des chasseurs opportunistes qui comptent sur des tactiques de nuit de groupe coordonnées, les femelles prenant en charge la majeure partie de la chasse, tandis que les mâles défendent le territoire et protègent les proies contre les charognards. Alors que le soleil commençait à se rapprocher de l'horizon, Trevor se déplaçait à travers un buisson de plus en plus dense en direction d'un promontoire rocheux qui promettait une vue surélevée sur la savane environnante. La température avait atteint 38 degrés Celsius et la chaleur accablante créait des mirages scintillants au-dessus des plaines lointaines. Ses bottes crissaient sur l'herbe sèche et les ossements d'animaux épars, tandis qu'il montait la pente douce en cherchant sans cesse des occasions photographiques. Près du pied de la crête, Trevor découvrit les restes partiellement dévorés d'un grand gnou. La carcasse avait été en grande partie dépouillée de sa chair. Restaient des côtes éparpillées, un crâne et des morceaux de peau qui traînaient sur le sol. Les mouches bourdonnaient autour des restes en décomposition et l'odeur métallique du sang coagulé flottait lourdement dans l'air silencieux. Au lieu de voir cela comme un signal d'alarme, Trevor y vit une opportunité. Il monta sa tente légère à environ 10 mètres de l'endroit où se trouvait la carcasse et la plaça derrière un buisson épineux qu'il pensait lui offrir une couverture. Alors que l'obscurité s'étendait sur le paysage, Trevor s'installa confortablement dans sa tente et commença à regarder les photos de la journée sur l'écran LCD de son appareil photo, jetant de temps en temps un coup d'œil à travers la fenêtre enfilée de sa tente vers la carcasse du gnou. Ce que Trevor ne réalisait pas, c'était que la troupe de lions qui avait abattu le gnou n'avait pas abandonné sa proie. Les lions reviennent souvent pendant plusieurs jours à de grands cadavres, et l'odeur du gnou en décomposition continuait d'attirer les chasseurs initiaux. La meute s'était reposée dans une végétation dense à environ 200 mètres et attendait des températures nocturnes plus fraîches pour retourner au site de nourriture. Vers 2h30 du matin, la meute commença à s'approcher du cadavre. Le groupe se composait de 3 femelles adultes, de 2 mâles adolescents et de 4 jeunes. Alors qu'ils s'approchèrent du lieu de nourrissage familier, la femelle dominante perçut une odeur inconnue apportée par le vent nocturne. Les lions devinrent immédiatement attentifs.
Leurs puissants sens olfactifs identifièrent une présence humaine près de leur source de nourriture. La meute s'étendit dans une approche coordonnée, les femelles adultes s'approchèrent par les flancs, tandis que les mâles se positionnaient pour couper les voies de fuite possibles. Trevor n'était pas conscient du danger imminent. Il s'était endormi en regardant ses photos. La première lionne atteignit le bord de la tente et commença à en faire le tour. Leurs pattes massives ne faisaient presque aucun bruit sur le sol sablonneux. L'odeur de la sueur humaine et des phéromones de peur s'intensifiait à mesure qu'elle s'approchait. Sans avertissement, elle se précipita en avant et heurta de tout son poids la paroi latérale de la tente, faisant s'effondrer la structure légère et emprisonnant Trevor sous le tissu. Trevor se réveilla sous le poids écrasant et le bruit du nylon déchiré. Avant qu'il ne puisse complètement comprendre la situation, de puissantes griffes éraflèrent de son dos et ses épaules, déchirant à la fois le matériau de la tente et ses vêtements. Les griffes de la lionne, qui mesuraient chacune jusqu'à 38 mm de long, causèrent des coupures profondes qui commencèrent immédiatement à saigner abondamment. Une deuxième lionne intervint dans l'attaque et mordit Trevor à la jambe gauche à travers la tente effondrée. Leurs canines de 75 mm de long transpercèrent complètement son muscle du mollet et brisèrent son tibia. Les cris de Trevor résonnaient sur la savane silencieuse, tandis qu'il se débattait sous la tente détruite. Ces mouvements paniqués ne faisaient qu'accentuer l'instinct de prédateur des lions. La troisième lionne attrapa le bras droit de Trevor, ses mâchoires se refermèrent avec une force dévastatrice. La pression énorme a brisé à la fois le radius et le cubitus, tandis que ses dents tranchaient de grands vaisseaux sanguins, provoquant une hémorragie artérielle qui imbibait rapidement les tissus environnants. Les tentatives de Trevor pour se défendre restaient inefficaces face à la force combinée de 3 lionnes adultes, pesant chacune plus de 140 kg. L'un des jeunes mâles s'approcha et mordit le torse de Trevor. Ses dents pénétrèrent la cage thoracique et blessèrent son poumon droit. Le pneumothorax provoqua immédiatement une détresse respiratoire, alors que de l'air s'échappait dans la cavité thoracique. Le sang commença à remplir ses voies respiratoires, ce qui provoqua un bruit de gargouillement à chaque respiration laborieuse. L'attaque coordonnée dura environ 8 minutes. Les puissantes mâchoires des lions écrasaient systématiquement les os dans le corps de Trevor, tandis que leurs griffes causaient de nombreuses blessures profondes, sectionnant muscles et tendons. Son artère fémorale a été sectionnée lorsqu'une lionne a repositionné sa morsure sur la cuisse, entraînant une perte de sang rapide et finalement un choc hypovolémique. Trevor est mort d'une combinaison de perte de sang massive, de blessures traumatiques aux organes vitaux et d'étouffement causé par le sang remplissant ses poumons. Les lions ont mangé ses restes pendant plusieurs heures avant de traîner des parties de son corps à environ 40 mètres de l'emplacement initial du camp. Les gardes forestiers ont découvert le lieu 3 jours plus tard, après que l'absence de Trevor ait été signalée par son entreprise de location d'équipement à Johannesburg. L'enquête a révélé du matériel de caméra éparpillé, des morceaux de tente déchirés et des traces de sang largement dispersées sur le sol sablonneux. La famille de Trevor à Manchester a exprimé une profonde consternation face à sa mort, tout en reconnaissant son imprudence de longue date dans le non-respect des consignes de sécurité lors de la chasse aux images dramatiques d'animaux, juste au moment où l'on pense avoir déjà vu le pire. Ces rencontres vous laisseront sans voix. Cliquez maintenant pour voir les attaques d'animaux les plus choquantes.